N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo, de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube et retrouvez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Bonjour, la vidéo que vous allez voir est la première d'une série de 2 épisodes consacrés à la disparition de l'Union soviétique, l'URSS. Il y avait tellement d'informations à vous donner que je me suis dit qu'il valait mieux faire non pas une, mais 2 vidéos sur ce sujet à la fois complexe mais passionnant. En gros, le premier épisode sera un résumé de l'histoire de l'URSS depuis les révolutions de 1917 jusqu'au milieu des années 80, tandis que le second épisode se concentrera sur les dernières années de l'existence de l'URSS et sur les événements qui auront précipité sa chute. Vous pouvez évidemment, si vous le souhaitez, regarder dès maintenant le second épisode, même si je vous recommande très fortement de commencer par le premier pour ensuite mieux comprendre le second. Voilà, la vidéo va commencer dans un instant. J'espère que le sujet vous plaira. Bon visionnage! En 1991, disparaissait ce qui était jusque-là le plus grand pays de la planète, une superpuissance qui fit trembler le monde durant tout le XXe siècle, l'Union soviétique. Cet événement capital de l'histoire contemporaine modifia radicalement les rapports de force entre les États et marqua tout autant la fin d'une ère, celle de la guerre froide, et le début d'une nouvelle, celle de l'hégémonie américaine et d'une mondialisation qui allait s'étendre aux 4 coins du globe. Mais cette disparition de la patrie du socialisme, comme on surnommait souvent l'URSS, est aussi l'aboutissement d'un long processus débuté plusieurs années auparavant et qui vit la lente mais inéluctable agonie d'un État qui s'était donné comme objectif de convertir la terre entière à une idéologie qui promettait le paradis pour les ouvriers et les paysans et l'avènement d'une société sans distinction de classe sociale, le communisme. L'Union des républiques socialistes soviétiques, plus communément appelée Union soviétique ou URSS, était de loin le plus vaste pays de la planète. Son territoire, dans la superficie, était de 22,4 millions de kilomètres carrés, représentait 1/6 des terres émergées de notre planète. Sur le plan administratif, l'Union soviétique, qui était à cheval sur l'Europe et sur l'Asie, était composée de 15 républiques soviétiques, à savoir l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Biélorussie, l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et surtout la Russie, qui représentait à elle seule les 3/4 du territoire de l'URSS et abritait plus de la moitié de sa population. C'est d'ailleurs en Russie que se trouvait la capitale de l'Union, Moscou. Selon le recensement de 1989, la population soviétique s'élevait à 287 millions d'habitants, faisant de l'Union soviétique le 3e pays le plus peuplé au monde, derrière la Chine et l'Inde et devant les États-Unis. Sur le plan ethnique, 70% des soviétiques sont des Slaves, dont 51% de Russes, les 19% restants étant essentiellement des Ukrainiens et des Biélorusses. 12% appartiennent à l'une des populations de langue turque, kazakh, kirghize, ouzbek, turkmène, azéri, tatar, etc. Et les 18% restants sont issus de nombreux autres groupes ethniques peuplant l'URSS, estoniens, baltes, roumains, géorgiens, arméniens, tadjiks, pour ne citer que les principaux. Quand on évoque l'URSS, on pense évidemment à ce qui était l'idéologie officielle de ce pays, le communisme. Le communisme est une doctrine politique, économique et sociale apparue au XIXe siècle en réaction à la révolution industrielle et aux conditions de vie souvent déplorables dans lesquelles se trouvait la classe ouvrière. Popularisé par le philosophe allemand Karl Marx, le communisme vise le renversement du système capitaliste dominé par la bourgeoisie pour le remplacer par la dictature du prolétariat, un système dirigé par les ouvriers qui doit aboutir à la mise en place d'une société sans classe sociale dans laquelle la propriété privée serait abolie et où l'État contrôlerait l'ensemble des secteurs économiques. On retrouve dans Union soviétique le terme de soviet. À l'origine, les soviets désignaient des conseils d'ouvriers, de paysans et de soldats acquis aux idées communistes. Au sein de ces assemblées locales, apparues suite à une première révolution russe en 1905, plusieurs mouvements de gauche s'affirmèrent,
dont les socialistes révolutionnaires, les mencheviks et surtout les bolcheviks, dont nous allons reparler dans quelques instants. Pour savoir comment est née l'Union soviétique, il faut remonter plus d'un siècle en arrière, en 1917. Cela fait alors 3 ans que la Russie est engagée dans la Première Guerre mondiale, aux côtés notamment de la France et du Royaume-Uni, et contre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. Que ce soit sur le plan militaire, économique, social ou politique, la situation de l'Empire russe est alors catastrophique. C'est dans ce contexte qu'éclatent non pas une, mais 2 révolutions qui vont changer non seulement la face de la Russie, mais aussi celle du monde. D'abord, la révolution de février, qui se déroule le 8 mars et qui déboucha sur l'abdication du tsar Nicolas II et la fin d'une monarchie impériale vieille de plus de 3 siècles. Et puis ensuite, celle qui nous intéresse le plus, la révolution d'octobre qui se produisit le 7 novembre 1917 avec la prise du pouvoir par les bolcheviks, un mouvement politique d'extrême gauche dont le but est de faire de la Russie un pays communiste et dont le chef est un certain Vladimir Ilitch Ulyanov, plus connu sous le nom de Lénine. Porté par des slogans comme « Tout le pouvoir aux soviets » ou « La paix, le pain et la terre », les bolcheviks promettent aussi de sortir la Russie de la Première Guerre mondiale, ce qui sera chose faite le 3 mars 1918 avec la signature du traité de Brest-Litovsk. Si ces révolutions ont des noms qui ne correspondent pas à leurs dates respectives, c'est parce que la Russie utilisait à l'époque le calendrier julien et non le calendrier grégorien comme en Occident. La révolution d'octobre, aussi appelée révolution bolchevique ou révolution communiste, débouche sur une sanglante guerre civile qui fait près de 10 millions de morts et qui vit s'opposer les forces armées bolcheviques, devenues l'armée rouge en 1918, à une coalition de forces anti-bolcheviques regroupées sous le nom d'armée blanche. Ce conflit, qui dure de 1917 à 1923, s'achève par la victoire des bolcheviks qui proclament le 30 décembre 1922 la naissance du premier État communiste de l'histoire, l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. Mais loin d'apporter le paradis communiste à la population, le nouveau régime soviétique devient très rapidement une dictature totalitaire dans laquelle seul le parti au pouvoir, le Parti communiste de l'Union soviétique, le PCUS, fondé en 1918, est autorisé, où la police politique surveille étroitement la population, où les libertés d'expression, d'opinion et de la presse sont inexistantes et où les opposants sont exécutés ou déportés dans des camps de concentration, les futurs goulags. Après la mort de Lénine le 21 janvier 1924, c'est le secrétaire général du PCUS, Joseph Vissarionovitch Djougashvili, plus connu sous le nom de Staline, l'homme d'acier, qui s'empare du pouvoir. Pour faire de l'URSS une grande puissance capable de rivaliser avec l'Occident capitaliste, Staline lance une série de plans de développement économique appelés plans quinquennaux car ils sont prévus pour s'étaler sur une durée de 5 ans. La politique économique stalinienne se caractérise par une industrialisation massive avec une priorité accordée à l'industrie lourde qui oblige les ouvriers à se surpasser physiquement et par une collectivisation forcée des terres agricoles au plus grand désespoir des paysans, ce qui provoquera une terrible famine en Ukraine et dans le sud de la Russie au début des années 30, connue aujourd'hui sous le nom d'Holodomor. En parallèle, Staline, que la propagande surnomme le petit père des peuples, durcit encore le régime et élimine tous ses opposants réels ou supposés, y compris au sein même du parti, dont Léon Trotsky, qui, lors de la guerre civile, commanda victorieusement l'armée rouge, dont l'état-major est décimé par la répression stalinienne. En général, les victimes de cette terreur de masse, à laquelle personne dans la population n'est à l'abri, sont soit fusillées, soit exilées à l'étranger, soit déportées dans l'un des innombrables camps de travaux forcés, le Goulag, disséminé aux 4 coins de l'URSS. La terreur stalinienne atteint son pic lors de la période dite des Grandes Purges, qui dure de 1936 à 1938 et durant laquelle 700 000 personnes furent exécutées. Au total, on estime que le nombre de victimes directement ou indirectement dues à la politique de Staline s'élève à près de 10 millions, tandis que sous sa direction, ce sont 18 millions de soviétiques qui furent déportés au Goulag. C'est dans ce contexte qu'intervient un événement qui constitue un tournant capital pour l'URSS, la Seconde Guerre mondiale. Le 23 août 1939, alors que l'Europe est sur le point de sombrer de nouveau dans la guerre, l'Union soviétique signe un pacte de non-agression avec son principal ennemi idéologique, l'Allemagne.
Ce pacte contient notamment un protocole secret qui permet à l'URSS d'annexer les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie et l'est de la Pologne, ce qui sera chose faite en 1940. Mais le 22 juin 1941, l'Allemagne rompt le pacte de non-agression et envahit l'Union soviétique. Commence alors une guerre de 4 ans, nommée simplement Front de l'Est en Occident, mais que les Russes appellent Grande Guerre patriotique et qui se caractérise par un niveau de brutalité inédit dans l'histoire. Malgré des débuts catastrophiques pour l'armée rouge, les Allemands étant aux portes de Moscou à l'automne 41, l'URSS, grâce à l'extraordinaire mobilisation de sa population et de son économie, parvient à reprendre l'initiative et remporte plusieurs batailles majeures comme à Stalingrad et à Koursk, tandis que la ville de Leningrad, soit la ville de Lénine, berceau de la révolution bolchevique, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, survit à un siège de 2 ans et demi. Au terme d'une vaste et puissante contre-offensive, l'armée rouge s'empare de Berlin le 2 mai 1945 et le 8 mai, l'Allemagne capitule sans condition. Ainsi s'achève la Seconde Guerre mondiale en Europe. Pour l'URSS, le bilan humain et matériel est effroyable. Avec 27 millions de morts, civils et militaires confondus, c'est le pays qui a de loin le plus souffert des conséquences du conflit. Sur des centaines de kilomètres, des villes, des villages, des régions entières sont dévastées et de multiples crimes de guerre ont été commis sur des soldats, des civils, des minorités ethniques et religieuses, tant du côté allemand que du côté soviétique. Mais avec sa victoire sur l'Allemagne, dont elle occupe la partie orientale, l'Union soviétique est reconnue comme étant, avec les États-Unis, l'un des 2 grands vainqueurs de la guerre. Elle participe à la création de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, et surtout, son armée occupe la moitié est de l'Europe. Cette situation permet à Staline d'installer des régimes communistes appelés démocratie populaire, mais qui sont en réalité des dictatures à parti unique dans cette partie du vieux continent. Hormis la Yougoslavie et l'Albanie, tous ces pays se retrouvent soumis politiquement et économiquement à Moscou. Cette division de l'Europe en 2 blocs antagonistes marque le début d'un nouveau genre de confrontation, la guerre froide. Pourquoi la guerre froide ? Eh bien parce qu'en dépit de la profonde méfiance, pour ne pas dire hostilité, entre soviétiques et américains, aucune des 2 superpuissances ne veut prendre le risque d'une confrontation directe, car cela impliquerait l'usage de la bombe atomique, dont l'URSS est dotée en 1949, 4 ans après les Américains. Pendant plus de 4 décennies, le monde va vivre au rythme des tensions et de la rivalité qui oppose le bloc de l'Est communiste, dominé par l'Union soviétique, au bloc de l'Ouest capitaliste, mené par les États-Unis. Cette division du monde est symbolisée par l'édification au cœur de l'Europe d'une frontière infranchissable séparant les 2 blocs, le rideau de fer. Au sein même du vieux continent, 2 alliances militaires se font face. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, créée en 1949 et regroupant les États-Unis, le Canada et la plupart des pays d'Europe de l'Ouest, et le pacte de Varsovie, fondé en 1955 et qui rassemble autour de l'URSS tous les pays du bloc communiste à l'exception de la Yougoslavie, tandis que l'Albanie quitte l'alliance en 1968. S'il n'y a pas de face-à-face direct, soviétiques et américains s'affrontent indirectement par alliés interposés dans de multiples crises et conflits à travers le monde. Blocus de Berlin-Ouest par les soviétiques en 1948 qui mènera à la division de l'Allemagne en 2 États l'année suivante. Crise des missiles de Cuba en 1962 lorsque l'humanité était à 2 doigts de l'apocalypse nucléaire. Guerre de Corée de 1950 à 1953, guerre du Vietnam de 1955 à 1975, de multiples guerres civiles en Afrique et en Amérique centrale à partir des années 70, invasion de l'Afghanistan par l'armée soviétique en 1979, dont on reparlera plus tard dans la vidéo, et bien sûr la construction à partir de 1961 de ce qui devient rapidement le symbole de la guerre froide, le mur de Berlin. La compétition entre les 2 blocs ne se joue pas seulement sur le plan militaire et stratégique. Leur rivalité atteint en fait tous les domaines. L'affrontement soviéto-américain se joue aussi notamment dans les compétitions sportives, en particulier les Jeux Olympiques. À chaque nouvelle Olympiade, été comme hiver, les délégations d'athlètes des 2 pays s'efforcent de ramener le plus de médailles, des médailles d'or en particulier. Mais l'un des épisodes les plus fameux de la guerre froide, c'est évidemment la course à l'espace. Le 4 octobre 1957, avec l'envoi du premier satellite artificiel en orbite autour de la Terre, Sputnik 1,
l'Union soviétique enregistre une victoire scientifique et politique majeure sur les États-Unis. L'URSS devient ensuite le premier pays à envoyer un animal dans l'espace, une sonde spatiale sur la Lune, le premier homme, puis la première femme dans l'espace. Même si les Américains finiront par rattraper leur retard et remporter symboliquement cette guerre des étoiles grandeur nature, avec la mission Apollo 11 sur la Lune le 21 juillet 1969, on peut raisonnablement se poser la question suivante. Neil Armstrong et Buzz Aldrin auraient-ils foulé le sol lunaire si l'URSS n'avait pas été la première à se lancer à la conquête de l'espace? Après la mort de Staline, le 5 mars 1953, l'URSS connaît d'importantes évolutions sur le plan intérieur. À l'initiative du nouveau dirigeant soviétique, Nikita Khrouchtchev, commence une période dite de déstalinisation marquée par une dénonciation du culte de la personnalité autour de Staline ainsi que des excès, autrement dit la répression de l'époque stalinienne, mais également par le déboulonnage des statues du petit père des peuples et le changement de nom de lieux baptisés en l'honneur de l'ancien dictateur, dont Stalingrad, qui devient Volgograd. En parallèle, des centaines de milliers de prisonniers sont réhabilités et plus d'1 million de détenus sont libérés du goulag, tandis que les conditions de détention et de travail dans les camps sont moins dures. Cependant, ces changements incontestables n'entament en rien la toute-puissance du Parti communiste soviétique, le PCUS, qui reste le seul parti autorisé dans le pays et ne modifie pas du tout l'idéologie du régime. Le pouvoir ne tolère toujours aucune forme de contestation à son encontre. La dissidence demeure tout autant opprimée et la population reste étroitement surveillée par la police politique qui, en 1954, prend le nom célèbre de KGB et devient aussi l'agence de renseignement extérieur de l'URSS. Par ailleurs, si l'Union soviétique connaît un relatif adoucissement sur le plan intérieur, sur le plan extérieur, Moscou n'hésite pas à envoyer l'armée rouge pour écraser toute forme de contestation dans les pays satellites d'Europe de l'Est, comme ce fut le cas en Allemagne de l'Est en 1953, en Hongrie en 1956 et en Tchécoslovaquie en 1968. En 1964, Khrouchtchev, notamment parce qu'il est accusé d'avoir mis en danger le monopole du PCUS sur le pouvoir par sa politique de déstalinisation, est renversé par un putsch au sein même du parti mené par son instance dirigeante, le Politburo. Son successeur, Léonid Brejnev, met fin à la période de libéralisation relative du régime et revient à un exercice plus autoritaire du pouvoir, même si on reste loin de la terreur stalinienne. Après être passé tout près d'une guerre nucléaire lors de la crise des missiles de Cuba en 1962, l'URSS et les États-Unis comprennent qu'il est dans leur intérêt de réduire les tensions. Ainsi débute une période d'apaisement des relations entre les deux blocs, la détente. En 1963, une ligne de communication reliant directement Moscou et Washington, surnommée téléphone rouge, est mise en place pour désamorcer toute nouvelle crise majeure. Une série de traités visant à limiter la course aux armements entre les deux pays sont signés et une mission spatiale commune, Apollo-Soyouz, est même effectuée avec succès en 1975. Cependant, si la détente a incontestablement permis de diminuer les tensions, celles-ci n'ont pas pour autant disparu et les points de friction entre les deux blocs restent nombreux. À partir de la fin des années 70, l'URSS profite de la faiblesse des États-Unis, ébranlés par leur échec au Vietnam, pour étendre son influence. Moscou déploie de nouveaux missiles nucléaires en Europe de l'Est, favorise la mise en place de régimes communistes à travers le monde, notamment en Afrique, et envahit l'Afghanistan pour soutenir un autre pouvoir communiste rejeté par la population locale. Mais au début des années 80, l'Union soviétique accumule une série de handicaps qui lui seront fatals quelques années plus tard. C'est en particulier sous Léonid Brejnev, qui dirigea le pays de 1964 à sa mort en 1982, que les difficultés s'aggravèrent. A posteriori, cette époque fut surnommée période de stagnation ou zastoï en russe. Après avoir connu une forte croissance dans les années 50 et 60, qui lui ont permis de devenir la deuxième puissance économique mondiale derrière les États-Unis, l'URSS entre dans une période de stagnation à partir des années 70, ce qui fait que l'écart du niveau de vie entre les Occidentaux et les Soviétiques ne cesse de se creuser aux dépens de ces derniers. L'économie soviétique était une économie planifiée dans laquelle l'État contrôlait tous les secteurs d'activité et définissait lui-même les objectifs de production à atteindre ainsi que la stratégie à adopter pour remplir ces objectifs. Or, ce système a permis l'avènement d'une bureaucratie tentaculaire
qui privilégie systématiquement des industries anciennes comme l'industrie lourde, métallurgie, sidérurgie, pétrochimie, l'industrie minière ou la machinerie au détriment des biens de consommation, des produits à haute valeur ajoutée et plus généralement des secteurs où se concentre l'innovation technologique. C'est pour cela que l'économie soviétique joue un rôle plus que marginal dans l'avènement de la troisième révolution industrielle débutée dans les années 70 aux États-Unis et au Japon et qui est marquée par l'apparition des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les NTIC, dont sont notamment issus l'informatique et Internet. En plus de la bureaucratie, le système soviétique est gangréné de l'intérieur par une corruption rampante. Il était fréquent que des dirigeants locaux favorisent en échange de pots de vin des entreprises venant de leur région aux dépens d'autres, même lorsqu'elles étaient bien moins innovantes et efficaces. Le résultat est que les travailleurs soviétiques sont parmi les moins productifs du monde industrialisé, tandis que la qualité de ces produits marchands est l'une des plus mauvaises. Cette faible productivité explique en grande partie le fort ralentissement de la croissance économique, la stagnation des salaires et donc du niveau de vie des soviétiques. Sur le plan agricole, les terres cultivables, regroupées dans des exploitations collectives, les kolkhozes ou des fermes d'État, les sovkhozes, sont incapables de répondre à l'ensemble des besoins alimentaires de la population, à tel point que l'URSS est obligée d'importer une partie des biens qu'elle consomme de l'étranger, notamment du blé, qui vient en grande partie de l'ennemi américain. Un des atouts de l'URSS est que son sous-sol regorge de ressources naturelles, dont des hydrocarbures, qu'elle exporte vers l'Europe, ce qui lui permet de se refaire en partie une santé financière. Mais au début des années 80, les Saoudiens, avec le soutien des Américains, augmentent leur production de pétrole, ce qui provoque une chute du prix du baril, impactant gravement les recettes budgétaires de l'URSS qui voit son endettement et son déficit se creuser davantage. Au lieu d'améliorer les conditions de vie de ses habitants, le pouvoir soviétique consacre une grande partie de ses dépenses, peut-être jusqu'à 20% du PIB, au domaine militaire. L'armée rouge est sans aucun doute un pilier essentiel de l'État, de la puissance, voire de l'identité soviétique. Il s'agit de la première armée au monde sur le plan quantitatif, tant en nombre de soldats sous les drapeaux qu'en quantité d'armement. Avec les alliances qui, comme le pacte de Varsovie en Europe de l'Est, lient l'URSS aux autres pays communistes, l'armée rouge est présente aux quatre coins du monde et elle bénéficie des efforts considérables du régime pour améliorer la qualité de son armement, comme les missiles nucléaires. Mais le coût de cette politique est de plus en plus difficile à supporter, et lorsqu'au tournant des années 80, les Américains relancent la course aux armements et annoncent leur intention de construire un bouclier antimissile, les Soviétiques, qui n'en ont pourtant plus les moyens, décident d'augmenter encore davantage leurs dépenses militaires, aggravant ainsi leur situation financière déjà catastrophique. D'autant qu'au même moment, l'armée rouge, loin de triompher en Afghanistan, où elle est intervenue en 1979, s'enlise dans ce qui ressemble de plus en plus à un bourbier, à l'image de ce qu'était le Vietnam pour les États-Unis, qui en profitent pour apporter un soutien financier et matériel à la résistance afghane. Sur le plan politique, la censure et la répression se renforcent, notamment dans le domaine culturel, et les dissidents sont jetés en prison, enfermés dans des hôpitaux psychiatriques ou contraints à l'exil. En parallèle, un décalage de plus en plus évident se développe entre les difficultés quotidiennes de la population et le train de vie bien plus confortable des dirigeants du parti et de leurs proches, regroupés dans une caste qu'on surnomme de manière péjorative la nomenclatura. Enfin, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus grave, en dehors des slogans et des discours officiels, la majorité des habitants de l'Union soviétique n'adhèrent plus à l'idéal communiste. C'est dans ce contexte particulièrement troublé que Mikhaïl Gorbatchev devient le nouveau dirigeant de l'URSS.